Les mots, pour moi, ont été vraiment un truc... Louis Calafert. Mes origines ont fait que je n'avais pas à ma disposition de vocabulaire très étendu. Et par contre, j'ai rapidement compris que celui qui avait le vocabulaire avait une force formidable. Ça peut pas faire de mal. Il y a des gens qui par catégorie sociale, ont le facile maniement de l'ironie, par exemple. C'est une force mais considérable, je veux dire, au vu d'un mot, quoi. Mais c'est vrai, c'est vrai. Bon, moi, c'est une chose à laquelle je n'ai pas accès, je n'aurai jamais accès. Lecture proposée par Guillaume Gallienne. Ça peut pas faire de mal. Souviens-toi, Libye, mon amour, c'était un hiver comme la terre n'en avait jamais porté. Il venait depuis le plus profond du ciel une multitude de petites fleurs scintillantes, aiguës et miroitantes, toutes en belle laine blanche. 1000 et 1000 étoiles de terre éblouissantes et immaculées. La première neige, venue pour nous, pour toi et moi, depuis le plus lointain du ciel, si céleste et si douloureuse que plus jamais la terre n'en verra de pareil. Souviens-toi, Libye, mon amour. Où es-tu ce soir, ma délicieuse petite fille morte? Ta dépouille maigrillotte flotte autour de moi où que j'aille depuis des années. Quelquefois je me penche et contre ma joue j'ai ta bouche toute chaude et c'est alors un grand amour qui me revient depuis le bout des temps, jusqu'au cœur, jusqu'au plus secret du cœur. Tu fais partie de ces morts indéfiniment jeunes. Tu as rejoint dans ta terre pesante l'eau coulante et verte de mon camarade Sporn, Ernst Sporn, le mort glorieux, le noyé, le suicidé de 18 ans. Vous restez accroché à moi avec tous mes souvenirs sales et grandioses de misère, timide, chancelant, farouche, suppliant et beau. Vous n'êtes mort ni de faim, ni de froid, ni de pauvreté, ni de doute, ni de désespoir, ni de honte, mais de tout cela à la fois. Vous êtes mort de pureté, mais mort incomparable. Dans sa paisible indifférence, le monde vous a assassiné à coup sûr, sans jamais vous laisser votre chance. On ne se tire pas d'une certaine misère. Je suis là pour le dire avec des mots d'amour qui chantent doucement d'une bouche à l'autre, venus de notre sang et de notre peau. Dire et faire comprendre, avec des mots d'amour, ma tendre petite Libye, que n'importe qui pouvait te prendre avec son argent, et qu'on pouvait rouler son plaisir dans ton ventre ouvert aux passants, et que je suis là quand même pour hurler mon amour de toi, si haut, si fort. Dire et hurler, je borne, mon camarade, que tu as préféré à la prison et au mépris des autres le pardon qui nous est promis, si toutefois le pardon existe. Je reprends à mon compte la rage froide de nos jours affamés. Je suis près de vous deux, je suis seul et pauvre, comme toujours. Je vais dire notre histoire, et les autres. Mon cancer à moi, c'est la mémoire. Cette oraison funèbre à la mémoire de ses compagnons de misère est l'œuvre d'un écrivain d'origine italienne, né à Turin en 1928, mort en France en 1994, il y a tout juste 20 ans, Louis Calafert. Auteur de théâtre et de nouvelles érotiques qui lui ont valu une réputation sulfureuse, Calafert a connu le succès dès ses premiers romans. Requiem des Innocents, publié en 1952, et Partage des Vivants, publié en 1953, dont nous venons d'entendre les premières pages. Dans ses récits bouleversants de cruauté et de lucidité, l'écrivain raconte son enfance terrible dans un ghetto de Lyon, qu'il appelle la Zone. Il décrit la violence quotidienne et les conditions de vie sordides au milieu d'autres familles d'immigrés, beaucoup d'Italiens, d'Allemands, partageant la même pauvreté, la même torture de la faim, les mêmes penchants pour l'alcoolisme, la bestialité et le crime. Sans jamais situer son récit dans le temps, le narrateur évoque son âge, 13 ans, ce qui nous amène en 1941.
Cette description de la zone, peuplée de nombreux réfugiés qui ont fui leur pays, pourrait aussi se lire comme une vision en creux de la guerre, à travers les yeux d'un adolescent qui jamais n'évoque la politique ou le conflit, trop occupé à survivre. 25 ans plus tard, dans son journal intime, Louis Calafert renie ses œuvres écrites avec la rage de ses 20 ans. S'il y a 2 livres que j'abomine, ce sont les 2 premiers que je verrai disparaître avec plaisir. Aujourd'hui, ils sont considérés comme des chefs-d'œuvre, 2 cris de révolte déchirants contre l'injustice du monde moderne qui a volé à l'auteur ses 2 passions de jeunesse, l'amitié pour un garçon et l'amour d'une femme. Ce soir, parcourons quelques pages de ces récits sombres et sublimes, après lesquels Calafert n'écrira plus rien pendant 10 ans. Et pour m'accompagner dans ces chroniques d'une mort annoncée, j'ai le grand plaisir d'accueillir pour la seconde fois dans cette émission une amie et magnifique comédienne, Pascale Arbillot. Bonsoir. Bonsoir. Ouvrons, cher Pascal, ce qui fut longtemps votre livre de chevet, à vous, ce requiem des innocents qui n'est autre qu'une bouleversante prière aux morts. Autodidacte, mystique, laïque, Louis Calafert rend ici hommage à ses compagnons d'infortune. Il évoque en particulier la mémoire d'un certain Sborn, le caïd de la bande, son seul ami, avec qui il a quitté le ghetto à l'âge de 13 ans dans l'espoir de s'en sortir. Sborn finira par se suicider. Tenaillé par la culpabilité d'avoir survécu, le narrateur crie sa fidélité aux enfants de la zone, lui qui a réussi à partir pour ne plus jamais revenir au prix des pires humiliations, la faim, l'errance, l'esclavage. Au milieu de l'espace, où êtes-vous en ce moment? Les Dornart fils, Debré, Chapuisat, Meunier. Dans quelle prison? Dans quels chagrins inconnus et profonds? J'ai suivi vos traces, année par année, et finalement mon destin, qui n'est pas moins nébuleux que les vôtres, m'a emporté ailleurs, et n'a abandonné à ma mémoire que vos noms et vos figures barbouillées et cruelles d'il y a 15 ou 20 ans. Je n'ai pas oublié. Le poison commun gueule dans mes veines et m'empêche de vivre comme les autres, souriant et léger d'insouciance. Toujours vous pourrez m'aborder, où que je sois. Je tendrai ma main et ma poitrine pour vous y serrer. Si j'ai la nourriture, je vous nourrirai. Si j'ai l'argent, je vous le donnerai. Et en plus, mon amitié, et mon cœur, et ma peau, si vous en avez besoin. Je sais d'où je viens, je n'ai pas renié ma race. Je sais que là-bas, la vie était pareille à la terre, noire, sale, qu'elle ne pardonnait pas ni le mal ni le bien. Je sais que tout y était sujet à ordure et à désespérance. Je sais qu'on n'empoigne pas le malheur, qu'on ne lui fracasse pas la tête, que ce n'est pas une question de force. Vous pouvez amener demain vos dépouilles maigriottes. Je pleurerai en vous accueillant, les bras ouverts. Vous pouvez m'appeler, je n'aime bien que la misère des hommes. C'est un bout de notre vérité, la misère. Ça vous fait tenir les yeux écarquillés. Ça vous dérange, ça vous détruit, ça vous réforme. C'est mal, la misère. Faut l'écouter ou s'en aller. C'est exigeant. Vous pouvez m'appeler, je vous reconnaîtrai. Je peux dès ce soir vous suivre au bout du monde, à ce bout de terrain où notre vie a pris racine. Vous pourrez m'entraîner dans le tourbillon, j'ai l'habitude. Je n'ai pas beaucoup changé et je suis peut-être le seul à vous attendre. Je me tourne vers la route parcourue, vers les décombres. Les années sont passées les unes derrière les autres, m'ouvrant les portes monumentales du lupanar terrifiant de la vie. Sborn est parti. Je reste seule sur la terre. J'ai repris à mon compte la rage froide de Ledeboom d'il y a 15 ans. Ledeboom condamné parce qu'il tenta d'étrangler sa sœur qui faisait commerce de son corps. Vous n'êtes pas mort pour rien. Ledeboom, Sborn, les clairvoyants. Vos dépouilles sont en moi, lourdes et vivantes. Depuis si longtemps, vous m'avez quitté. Je me suis essayé à traquer le monde, la vérité du monde. J'ai loué ça et là des chambres d'hôtel, quartiers pauvres qui gueulent jusqu'à l'aube et donnent au trottoir leurs filles et leur sang. J'ai eu faim et froid, mais je peux dire que ce n'est pas l'important. L'important, c'est la gluante et collante solitude. Te souviens-tu, Sborn, de cette époque dangereuse où nos glaces buvaient toute l'eau des rues? Te souviens-tu que notre désir était de lire et de lire, ouvrir un de leurs livres, savoir, apprendre, comprendre, deviner, découvrir, dénicher la clé du monde? Ça nous tenaillait. La faim au boyau, nous volions des livres dans les librairies.
Nous attendions d'eux de fantastiques révélations, et d'abord le sens de la vie. On ne lisait pas chez nous ni les revues ni les journaux, on avait assez à faire de vivre. Ça nous prenait tout notre temps. Flot fantastique de souvenirs. Je ne peux dire que des mots. Je dis, c'était la zone, c'était l'enfer. Je dis que j'ai connu la faim, la tenace, la coriace, l'insurmontable. Celle qui mine la tête de vertige, qui arrache les jambes. Celle des matins glacés où plèbe contre la plèbe à 50 gueux, en nous battant, nous ramassions dans la rigole les primeurs avariés pour les bouffer. Au cœur des grandes villes, ici ou ailleurs, la saloperie, c'est partout la saloperie. Je dis que j'ai su l'humiliation qu'on ressent à exercer les plus rebutants, les plus honteux métiers, ceux qui abaissent, qui laissent une trace profonde chez un homme, marque au fer rouge de l'abattoir, indélébile. Le temps qui gomme tout ne gomme pas cela. Belle esclave moderne que j'étais. Et je n'étais pas le seul. Je vois toujours pétriller le bottier et l'Opégas, l'Espagnol qui ont partagé avec moi ces jours sales. À certains moments, j'aurais vendu ma peau pour un bol de soupe. Quand on a interminablement faim, que la faim exaspérante s'accroche à vous, ça vous conduit à tout accepter de tout le monde. Qu'on ne vienne pas me dire que la faim incite à la révolte, ce n'est pas vrai. Ça vous ramollit, au contraire. On a le sourire obséquieux pendu à la bouche. Toute l'existence se centre d'un coup sur un repas. Ça tourne à l'obsession, on y perd dignité, honneur et orgueil. C'était bien la brousse, le no man's land de la raison, la jungle, où la seule chose à faire eût été de nous laisser barboter dans notre purin, ou de nous tuer tous. Guillaume Gallienne sur France Inter. Un peu de lecture, ça peut pas faire de mal. You were like a glance onto the stars as we were dancing forward and reverse one whole day under heavy rain. Don't ever say that we weren't happy then. You were like a glance onto the stars as we were dancing forward and reverse one whole day under heavy rain. Don't ever say that we weren't happy then. I miss those times when everything was coming our way. I wish those times would bring us back together someday as we were dancing forward and reverse one whole day. J'ai publié mon premier livre à 20 ans, Requiem des Innocents, et ça c'était une erreur parce que je veux dire, publier à 21 ans c'est toujours une erreur. C'est trop tôt. Louis Calafert. J'avais commis une erreur fabuleuse, je pensais que j'avais une imagination fabuleuse. Ça, j'en étais convaincu. Et il s'est révélé avec le temps que je n'ai pratiquement pas d'imagination et que, en fait, je suis borné, je veux dire, à mon expérience, mes trucs. Je suis pas un romancier, je suis pas un inventeur d'histoire, je suis pas bon. Mais pour moi, c'était, je sais pas ce que ça représentait. C'était un désir inexplicable, incontrôlé, et puis ça s'est poursuivi jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je peux pas vous expliquer davantage. Je veux dire, pourquoi on écrit.
Découvrons à présent la violence familiale qui sévit dans le ghetto où tous les enfants, selon Calafert, sont nés de parents alcooliques et dégénérés. Le narrateur se souvient des disputes infernales entre ses parents et des coups terribles que Lucien, son frère cadet, et lui-même recevaient alors sous une pluie d'injures. Dans le passage suivant, il en vient à haïr sa mère, qui pratiquait dans la clandestinité des talents de faiseuse d'anges, et son père, sans emploi, réduit à la mendicité et à la déchéance. Alors moi, aujourd'hui, je vous crie salaud à vous deux. Toi, ma mère, garce. Je ne sais où tu es passée. Je n'ai pu retrouver ta trace. J'aurais bien aimé pourtant. Tu es peut-être morte sous le couteau de Ben Hamed, le bico des barrières dont les extravagances sexuelles t'affolaient. Si tu vis quelque part, sache que tu peux m'offrir une joie. La première, celle de ta mort. Te voir mourir me paierait un peu de ma douloureuse enfance. Si tu savais ce que c'est qu'une mère. Rien de commun avec toi, femelle éprise qui livra ses entrailles au plaisir et m'enfanta par erreur. Une femme n'est pas mère à cause d'un fœtus qu'elle nourrit et qu'elle met au monde. Les rats aussi savent se reproduire. Je traîne ma haine de toi dans les dédales de ma curieuse existence. Il ne fallait pas me laisser venir, garce. Il fallait ne pas me laisser subir cette petite mort de mon enfance, garce. Si tu n'es pas morte, je te retrouverai un jour et tu paieras cher, ma mère. Cher. Garce. Ridicule embryon, toi, le vieux Calafert, je sais où te trouver. Tu es cette frêle silhouette qui frôle les murs de la ville certains soirs et tend la main aux passants. Tes yeux sont rougis par l'alcool. Te souviens-tu seulement que Lucien et moi vivons? Te rappelles-tu cette prison qu'était notre ghetto? Cela a dû s'estomper dans ta tête. Toi, tu vis où le destin te place. Un jour dans cette rue à mendier ton pain, demain ailleurs à t'enivrer. Rien n'était peut-être ta faute. Je te ressemble. Nous subissons la vie sans trop songer à nous révolter. La révolte nous dépasse toujours. Nous manquons de souffle. Un matin, je m'accrocherai à ton nom dans le journal. On t'aura ramassé mort dans la rue. J'irai à l'institut reconnaître ton cadavre. Je te le promets. J'ai besoin de te revoir nu et immobile. La garce ne sera pas là pour implorer en ta faveur son hypocrite Dieu protestant. Nous nous retrouverons dans la terre qui doit tous nous prendre. Et au-delà de la terre, nous nous haïrons, férocement, en paix. Il n'y aura pas de repos. Telle est la fatalité du ghetto, l'escalade de la violence qui transforme les enfants en monstres. Je pense que rien au monde n'est plus féroce, vicieux, criminel qu'un enfant, écrit Louis Calafert au début de son récit. Voilà comment le narrateur et Eschborn, son fidèle acolyte, en viennent à commettre l'irréparable un soir où la bagarre a atteint son paroxysme. On est des salauds. On est tous des salauds. C'est forcé. Plus tard, tu me diras que devant toute cette saloperie de zone, on avait envie d'être plus dégueulasse encore. L'impérieux besoin nous vient de faire cesser cette orgie, de la balayer, de nous évader, de ne plus nous souvenir. Et nous n'allons découvrir qu'une échappatoire logique. Afin de nous dégager des monstres qui nous entourent, nous allons faire appel à ce qu'il y a de plus monstrueux en nous. Seul un acte déroutant, criminel, qui nous surpassera, pourra nous délivrer de ce mal. Blaise pleurait. Eschborn l'empoigna parce qu'il se trouvait là, le premier venu. Le crétin nous suivit docilement jusqu'au bas de la rue. En découvrant le terrain vague qui se perdait dans le noir, il eut peur. Eschborn le tira à lui. Personne ne nous avait vus disparaître. Nous ne savions pas encore ce que nous allions faire de ce pleurnichard. Nous avions froid. Nous marchions vite, pressés d'agir. Les bruits du village nous parvenaient tamisés. Traversant l'espace, il s'éteignait à nos oreilles. La nudité désolante du terrain nous pénétrait jusqu'au-dedans, à travers la peau. Les gazomètres de l'usine, au fond, dormaient, massifs sur un ciel mi-clair. Blaise chialait plus fort. Eschborn lui demanda de se taire. Moi, je le tenais par un bras et je me rappelle que son bras était mou, presque gélatineux, comme s'il n'eût été fait que de chair flasque. Nous allâmes d'une traite à l'extrémité du terrain, guidés par la fatalité, jusqu'à un énorme tas de sable qui servait aux réparations des usines à gaz. À cette minute, 3 destins s'entrechoquaient. Celui de Eschborn et le mien, celui de Blaise, le pleureur. Le tas de sable se reposait, humide, compact. Tout fut fait en silence. Travail de taupe.
Nos mains se glaçaient au contact du sable fin, mouillé. Mais en nous, Jborn et moi, nous brûlions. Le trou présenta bientôt les dimensions voulues. Tout fut fait en silence. En silence, Blaise fut enterré jusqu'au cou, debout. Nous n'avions pas réussi à enterrer ses larmes éternelles. Et maintenant que c'était fini, nous avions peur et toujours froid. Nous n'osions pas nous regarder tous les deux. Jborn me toucha l'épaule et nous partîmes, suivis par les sanglots tendres de Blaise, comme par une petite bête plaintive. Te souviens-tu, Jborn, mon camarade, de cette nuit passée dans une cabane toute proche, l'un contre l'autre, tassés, grelottants, là, vide, silencieux. À 100 mètres de nous, le gosse étouffait tout doucement dans le sable. Nos mains s'étaient mêlées d'elles-mêmes. Elles se serraient fort. Nous avons écouté, longtemps écouté les cris de Blaise, terrifiants d'abord, résignés, puis décroissant peu à peu, puis son silence à lui, puis rien. Rien. Nous avons écouté, longtemps écouté son silence, en souhaitant que les cris reprennent. Tu t'es approché de moi, plus près. Nos cœurs tapaient la peur. Nous n'avons pas bougé de la nuit. Nous n'avons pas dormi. Nous attendions le jour, engrossés du poids d'un crime. J'ai reçu ton souffle sur ma joue toute la nuit. Une bonne chaleur, réconfortante, rassurante, splendidement vivante, tandis que Blaise mourait. Nous n'étions plus des gosses. Au matin, les ouvriers des usines à gaz trouvèrent Blaise, le visage violacé, la langue sortie. Il n'était pas mort. Le ghetto assista aux manœuvres de pompiers qui prirent 3 longues heures pour le ranimer. Jborn avait les yeux cloués sur ce demi-cadavre. J'avais envie de dégueuler mon ventre. Envie de vomir, de partir, de me tuer ou d'être un autre, de tout recommencer, de troquer mon nom, de crever. Après cette tentative de meurtre, le jeune Calafert et Jborn sont placés sous surveillance policière à l'école et sous l'autorité d'un directeur tyrannique. À l'école, les enfants de la zone n'échappent pas à une autre forme de violence, l'excès d'autoritarisme du directeur, M. Delbos. Après une épidémie de poux qui a fait scandale, les enfants dits normaux sont envoyés dans un autre établissement plus respectable. Furieux, M. Delbos tente d'humilier les voyous en leur infligeant l'épreuve de rester debout dans la cour sous une pluie torrentielle. Après l'affaire des poux, il y eut des protestations véhémentes qui bouleversèrent l'académie. En l'espace de 15 jours, l'école se transforma. Les petits Rupins furent transférés dans un autre établissement, digne de les recevoir. Le jour du départ, Delbos, qui perdait la face, nous fit nous aligner contre le mur de la cour sous une pluie battante. Nous devions faire nos adieux aux normaux. Il nous engueulait de plus belle, ne se gênait plus avec nous. Il se vidait sur nous de tout un passé d'ambitions avortées. Devant les élèves, à l'abri, sous le préau, il nous tenait un discours bourré de prophéties maléfiques. Les gosses riaient de nous, soulevés d'hilarité par les grossièretés du directeur qui, méprisant la pluie, arpentait la cour en tous sens et nous montrait le poing. Il ne pouvait admettre ce départ qui nous laissait la place. Il transpirait de haine. Rien que la haine, dans ses yeux étroits, dans ses gestes. Totor Albadi, fatigué, oublia un tiers de seconde de se tenir au garde-à-vous. Delbos arriva sur lui à toute allure, lui décocha un coup de pied dans le ventre, qui l'envoya bouler dans une flaque d'eau. Il se releva en pleurant, en se tenant le ventre, et revint se ranger entre Julius et Meunier, sagement, craintif, sagement, avant de s'affaisser peu après. Son menton était bleu violacé, il respirait avec peine, immobile, raide, inanimé. Furieux, Delbos le secoua du bout du pied, croyant un simulacre. Totor ne bougeait pas. Sa tête rasée baignait dans l'eau, la pluie dégoulinait sur son visage blanc. La stupéfaction s'empara des petits élèves qui brusquement n'avaient plus envie de rire. Ils avaient peur. Delbos s'était tu. Il se tenait penché sur Victor Albadi, lui claquant les joues.
Nous le transportâmes dans la cantine. Loucheur, notre instituteur, suivait cela d'un air égaré à travers ses lunettes de son trouble regard de lunaire. Étendu sur la table du réfectoire, Totor ne remuait pas. Ses mains s'étaient crispées, les doigts crochetés sur les paumes. Ses vêtements dégoûtaient d'eau. Delbos le giflait toujours, sans résultat. Nous étions tous autour de cette petite dépouille roide. La longue salle peinte en blanc était gonflée de silence, propre, nu, enceinte d'un très grand silence, de ce viril silence des veillées mortuaires. Sborn regardait Delbos qui n'osait lever la tête. Il devait se dire que cette fois, il était allé un peu loin. À la vérité, il avait signé son arrêt de mort. Vous avez honte de cette enfance? Mais j'ai pas honte, ça m'intéresse plus, je veux dire, c'est loin, c'était désagréable, c'était tout ce que je ne suis pas. Vraiment, c'était tout ce que je ne suis pas. Vous ne voulez pas d'enfant, Louis Calafert, parce que vous n'avez pas été enfant. Non, j'ai pas été très enfant. Non, alors là, vraiment, j'ai vraiment pas eu le temps. Après le renvoi de M. Delbos, un nouveau directeur est nommé, une personnalité hors du commun qui influencera le destin du jeune Calafert. Il s'appelle Emmanuel Lob. Plus tard, chaque année, il enverra à Calafert une carte postale lui disant « Je tiens bon, salut, Emmanuel Lob ». Amputé d'un bras, l'homme a pourtant su se faire respecter dans les bagarres et a fini par gagner la confiance de Sborn et sa bande. Il se prend d'affection pour le narrateur, l'initie à la lecture, l'invite à des virées nocturnes en ville. C'est lui qui transmettra à Calafert la vocation d'écrivain. Voici le récit de leur nuit blanche qu'il passe à côtoyer des mendiants et qui s'achève par le spectacle plein d'espérance de l'aurore. Lob et moi, ainsi que 2 amis hommes amis, la douceur de l'amitié nous liant déjà, nous partions à travers la ville, à travers les nuits scintillantes de la ville, parcourant sans nous presser les rues peu à peu désertées, habitées seulement par les clochards tassés sous les portes cochères des immeubles. Sur les pas de porte des magasins, tassés, bourrés tels des animaux les uns contre les autres dans le froid des nuits de l'hiver, nous allions, lui et moi, lourds, lui et moi, de cette grande tristesse de la nuit des villes, de cette magique et haute poésie de la nuit des villes. Les clochards étaient là, toujours les mêmes, nuit après nuit, que nous reconnaissions au passage. Là, dans les bras les uns des autres, étouffant à pleine étreinte la peine de leur destin dérouté. Nous nous arrêtions pour les regarder, nuit après nuit. Et c'était beau. C'était fantastiquement beau. Ces tas humains, ces boules de chair humaine, ces corps pelotonnés sur eux-mêmes tout au long des nuits glaciales de l'hiver. Sait-on la beauté qu'il y a dans ce laisser-aller animal? Hommes déchus, anges terribles, croûteux, sales, malades, ivrognes, fainéants, répugnants, indifférents, étrangers, faisant confiance au monde, à la bonté du monde, à celle des passants de la nuit, à moins que cet abandon ne fût qu'une lassitude de bêtes trompées. Je ne sais. On ne peut pas savoir ces choses. On ne peut apprendre nulle part ces choses-là. Qui pourrait se lever et dire de quoi est fait l'abandon total de ces hommes, de ces femmes, de ces enfants, des enfants couchés sous les porches dans les nuits mordantes de l'hiver? Qui saurait parler de cela sans se tromper jamais? Nous allions. Au printemps, nous descendions, Lob et moi, sur les rives du fleuve vers 4 heures du matin. Sur les rives du fleuve, nous allions attendre le jour. Lob et moi, assis tous deux au bord de cette odeur forte de l'eau, tout près de cette mort coulante. Lob et moi, à attendre, seuls. On eût dit les 2 derniers vivants de la terre, un homme et un enfant, espérant que le jour se montrerait encore, une fois encore, pour nous, les derniers survivants du monde. Dans ces minutes qui précèdent le lever du jour, l'explosion de la grande lumière du jour, la vie paraît simple, unie. Le bruit de la ville est sans ampleur, sans densité. C'est une longue et pénétrante caresse qui s'étale à l'infini, et l'on croit que les continents se touchent, que les hommes dorment les uns contre les autres, milliards de clochards au cœur tranquille. L'homme me prenait la main. Regarde, une traînée bleue, bleu et rose et jaune, une traînée pâle se frottait à la nuit. Cela restait ainsi quelques secondes. Puis des fêlures, des brisures dorées et sanglantes s'inscrivaient depuis l'horizon des églises de la ville jusqu'au ventre de la nuit. Regarde, petit.
Un éventail se déployait au-dessus de nous. Je comptais les couleurs. Cela frémissait. Un éclair brusque frappant marquait le lointain. J'ouvrais les yeux. Mes jambes étaient glacées. Il emprisonnait ma main. Sa main tremblait. Regarde, petit. Au bout de notre regard, la paroi du ciel recevait un formidable coup de poing rouge et or, et nous allions devant le soleil atroce de richesse, effrayant de puissance, pétillant, étonnamment divin. Nous sommes des hommes, petit. N'oublie jamais cela. Nous sommes des hommes. Nous nous levions, suivis par la graduelle métamorphose du jour, et nous longions les quais poursuivis par les interminables modulations du rouge, rose, bleu, or, sang, verte, noire, argent, pailletée, miroitante, terrible, apaisante. Les crescendos du jour de la vie des hommes. Quand tu sauras ce que cela veut dire être un homme, tu seras honteux et fou d'orgueil. C'est fait de sang et de peau, et cela suffit. Viens, petit. Il me prenait sous son bras. Nous avancions dans la paix tranquille du jour nouveau, muets, corps à corps, comme deux hommes. Au printemps sur les rives du fleuve, au bord de l'eau calme et chantante. Mais l'accalmie de courte durée et bientôt un événement tragique et absurde vient marquer au fer rouge le sentiment d'impuissance et de culpabilité du narrateur. À l'aube, après que l'aube m'eut laissé, tout à côté du terrain vague, la colère et la douleur me venaient. Je descendais ma rue pesante et endormie. Je descendais ma rue, solitaire, tel un roi redouté que personne n'acclamerait sur son passage. Un roi des morts. La boue s'étalait sous mes pas. Un bruit mécanique venait des gazomètres. Ça puait. Une puanteur épaisse, flottante. Je rêvais d'un incendie destructeur, ne plus appartenir à cette misère consentie. J'avais mal en moi. À cause de ce mal, un matin, en rentrant, après avoir reniflé mon village et que la souffrance eut fait place à la folie, je tuai Scopiato. Scopiato le chien. Lui aussi devait venir du bout du monde. Il s'était installé sur la zone un après-midi de 14 juillet dans la tourmente des têtes saoules, des rixes à couteaux ouverts, des braillements de femmes et des chansons furieuses. Sur 3 pattes, il était venu, la 4e tranchée à hauteur de la cuisse, pendant comme le moignon de l'aube. Arrivé chez nous avec ses yeux clairs embués de larmes, avec ses oreilles cassées, son corps noir de saleté et ses puces, son museau déchiré sur le côté, ses flancs creusés, lui aussi, Scopiato, était rentré dans notre ronde et s'était saoulé de vomissures en même temps que les hommes. Il buvait le vin aussi bien que nous. Il aimait le vin. Il avait une gueule d'ivrogne. D'ivrogne béat, heureux, gentil. Son petit corps osseux au poil en broussailles se déplaçait tant bien que mal sur ses 3 pattes atrophiées. De temps à autre, une curieuse folie le prenant, il venait se frotter aux jambes des hommes, chercher une caresse. Sous le coup de pied qu'on lui décochait, il ne gueulait pas. Il nous regardait tout droit dans les yeux. Il s'excusait. Il s'excusait de cette audace de chien, de cette inconséquence. Il avait oublié un instant qu'ici on ne distribuait pas de caresses. Scopiato en italien veut dire crever. C'est Madame Albadi, la mère de Victor, qui l'avait baptisé. C'était bien un nom pour lui. Il avait tout de suite répondu. Pour les hommes et les chiens, il y a un langage universel de la misère. Scopiato ne pouvait pas s'appeler autrement. Le matin rayonne sur tout le terrain vague. Il fait beau. Je m'arrête pour contempler Scopiato qui dort. Je ne saurais dire si j'ai envie de me pencher pour caresser cette bonne tête poilue, ou de me coucher près de lui et dormir, ou de la prendre à la gorge et l'étrangler. Ça tourne dans mon crâne. Je suis seule devant Scopiato et le crime prend place en moi. Le crime me saisit les mains. Je sais que Scopiato va mourir et je m'étonne de le voir endormi. Une créature qu'on va tuer ne doit pas dormir, c'est indécent. Il doit se mettre debout sur ses 3 pattes maigres et savoir qu'il va mourir. C'est important, la mort. On doit en prendre conscience. Debout, Scopiato. Allons, Scopiato. Je l'appelle. Il lève la tête. Il se demande ce que j'attends de lui. Viens. Il me suit. C'est le destin des chiens que de suivre. Nous descendons la rue. Il est sur mes talons. Je sens son souffle sur mes talons nus.
C'est tiède, c'est vivant. Je me demande si ça saigne beaucoup un kleps. Sûrement pas autant qu'un homme. Je n'ai jamais tué de chien. Il me dépasse, il gambade presque. Il s'arrête, il me regarde. Il ne sait pas ce que j'attends de lui. Moi, j'ai besoin de sa mort. Le crime m'enserre le cou, la nuque. J'ai mal, j'ai sommeil. Il penche la tête de côté, il m'interroge. Il a un reflet de joie au milieu des yeux, ça brille. C'est joli. Je n'avais pas remarqué. Scopiato, fous le camp, fous le camp! Pour l'assommer, il me faut du chant. Il s'éloigne, le museau bas, la queue serrée sous son ventre. Moi, je pleure. Ça vient malgré moi. Je ramasse 2 pierres. J'ai peine à me relever, la tête tourne. Scopiato est loin. « Attends-moi, Scopiato !» Il attend. « Attends-moi, Scopiato, je vais te tuer. » Je marche sur lui, je lui montre mes pierres dans mes mains. Les larmes coulent de ses yeux. Nous pleurons, Scopiato et moi. Il a compris. Il a compris. Il sait ce que j'attends de lui. Il plisse les yeux parce qu'il lui manque du courage pour mourir. Ce n'est qu'un chien. Et peut-être chez les chiens, la mort n'exige-t-elle pas d'être regardée en face. Il a compris que j'allais le tuer. Il le sait et il se couche sur le côté. Sa tête posée à plat, sur l'herbe. Sa patte coupée toute bête, en l'air. Le sang jaillit des narines. La pierre lui a cassé le nez. Il essaie de courir, il zigzague, il hurle. Il a peur. Ses yeux sont doux. C'est insupportable, cette douceur au milieu de sa mort. Il pleure de sa voix. Je ramasse une pierre, et une autre, et 1000 autres. Sans arrêt, je les lance à toute volée. Le ventre mou de Scopiato s'ouvre sous les coups. C'est un bruit horrible. Je le tue 1000 fois. Je n'arrête plus de le tuer. Il faut que son sang coule de 1000 plaies et imprègne la terre. Scopiato, le chien, repose sur un lit de pierre dure. Je m'agenouille. Je le caresse du bout des doigts parce que j'ai peur de lui. J'applique ma main sur le sang. Ça colle, ça glisse. Je pleure. Ça m'arrache la gorge. Alors je découvre dans le sang, sous les poils sanglants, l'œil du chien Scopiato, qui reste ouvert et s'excuse de me causer toute cette douleur. C'est un œil de bête morte qui n'a pas compris ce que j'attendais d'elle. Je me lève lentement. Devant la zone endormie, devant les hommes, un enfant se dresse et ils sont forcés d'entendre ma honte et de participer à cette chose innommable qu'est le meurtre d'un chien. Assassins! Salauds! Venez voir, Madame Albadi, venez voir! Ils ont tué Scopiato! Les assassins de la zone ont tué Scopiato! Depuis, je ne peux tolérer qu'un chien me regarde dans les yeux. Pour conclure cette émission, Pascal, revenons au second roman de Calafert, Partage des vivants, que nous évoquions en début d'émission. Construit comme la suite de Requiem des innocents, ce deuxième opus relate la vie des 2 garçons, Calafert et Schborn, en ville après avoir fui le ghetto. Mais à court d'argent, rejetés par les patrons qui ne veulent pas de ces zonards, ils se retrouvent à la rue, mourant de faim. Schborn se suicide un matin de Noël en se jetant dans le fleuve. Ce jour-là, le narrateur fait la connaissance de Libye, une jeune prostituée dont il tombe fou amoureux. Mais affaiblie, souffrant de malnutrition, la jeune fille meurt 1 an plus tard dans leur chambre miteuse. Pour seule consolation, le narrateur retrouve alors en ville son ancien directeur d'école, Emmanuel Loeb, qui l'aide à trouver du travail et lui donne des livres. Voici les derniers mots du roman, sublime. La misère aura volé à Calafert ses 2 grands amours, son ami Ernst Schborn et la belle Libye. Bon Dieu, que je t'aimais, Libye. Comment le dire ? Il n'y a jamais eu quelque chose d'aussi grand, d'aussi sincère et d'aussi pur dans ma vie. Rien d'aussi dépouillé que cet amour de toi qui existe toujours, intact, qui finira avec ma peau, seulement avec ma peau. S'il avait pu m'advenir au moins un jour de crever là, penché sur toi, sur ce lit placé contre le mur. Je t'aurais saisi dans mes bras, mince et fine, tes yeux de gosse m'auraient donné ma dernière joie d'homme et je serais mort. Et ça aurait en même temps emporté toute cette irracontable envie de bonheur fou. Ce ne sont pas des choses qui se produisent. Jamais. Libye,
Dans les filaments clairs qui pénétraient jusqu'à nous, dans le halo du petit jour de la chambre, j'aurais pu te dire alors le nom de ce vide que je ressentais autrefois sur la zone. Mélangé à la pouillerie générale, témoin constant des plaies qui s'ouvraient comme par enchantement dans la chair des gens de là-bas au bout des lames. Ce vide qui m'emplissait, je sais, enfant ouvrant les yeux sur cette infernale fosse à vis et à délabrement, c'était le vide de la tendresse. Une place sensible et jamais comblée, toute préparée depuis toujours sans doute, vibrante, pour recevoir cela dont nul ne se souciait dans nos cabanes regorgeantes, surtout de haine froide, de bassesse entretenue et de meurtre en suspens. Même le mot, rien que le mot, je ne l'ai jamais entendu une seule fois dans la bouche de quelqu'un, ni homme ni femme. Nous étions les seuls, peut-être, Jborn et moi, à pressentir et à vouloir espérer que la tendresse devait exister ailleurs, quelque part, chez d'autres. Ce que je prenais chaque matin avant d'aller me cogner encore aux inévitables déceptions qui ne cessaient de m'attendre hors de cette chambre, ce que je volais silencieusement sur ton beau visage qui dormait, c'était cela, Libye, tout bêtement, la tendresse. Ce que tu as été la première, l'unique à m'accorder. Je parlerai de toi, Libye, les larmes aux yeux. Je parlerai de toi, et l'aube qui ne t'a pas connu aura pour m'écouter ce long silence anxieux qui jaillit de son affection pour moi. Il écoutera, ma petite fille, notre dernière promenade, avant que tu ne disparaisses, notre dernière pluie. Il y a des gouttes rondes sur tes tempes, des brins d'eau qui brillent un instant et fondent sur les tempes. Que Dieu et que les hommes nous laissent ainsi, toujours égarés dans ces ruelles noyées de pluie. Que Dieu et les hommes nous laissent vivre, vivre toi et moi, et nous irons corps à corps, des nuits et des jours entiers, sans fatigue, jamais, sans désirer autre chose, jamais que l'émerveillement d'être ensemble. Je parlerai de toi, Libye, les larmes aux yeux, et l'aube écoutera. Tu mourrais en silence, calme, je me taisais. J'ai prié, comme il y en a peu qui doivent l'avoir fait, avec mes entrailles, ma chair, mon sang, les os. J'ai donné un chant d'amour cette nuit-là, comme il ne doit pas en résonner des tas de par le monde. J'avais tout reconnu de mon passé. J'avais promis le pardon pour ma mère, d'aider le vieux Calafert à se tirer de sa vinasse. Je savais à quoi j'engageais, j'aurais tenu. Je tiens ma parole. Je ne suis pas de ceux qui lâchent en dernière seconde. J'ai bafouillé. Des mots qui montaient, graves, pleins, durs, purs. Les mots de l'amour, je ne connaissais pas autre chose. Dieu est amour. Au matin, juste au matin, j'ai foutu le camp. Ce n'était plus tenable. Je le jure. Le ciel bouillonnait fébrile dans les vapeurs filtrées. On me regardait marcher, broyer. Juste au matin, souviens-toi, Libye, mon amour. Je parlerai de toi, Libye, les larmes aux yeux. L'aube qui ne t'a pas connu aura pour m'écouter une belle figure d'homme, tiraillée par les rides. On rentre, gamin? Non, l'aube. Non, il y a l'aube. Nous allons regarder l'aube monter. Sur le grand chemin des hommes, il y a éternellement cet espoir, l'aube qui revient quand même. Et l'on peut croire. Je pense que vraiment on travaille contre la mort. Là. Oui, ça. Quand un artiste fait un truc comme ça, sincère, vraiment, il déclenche des forces autour de lui qui sont inexplicables. Il déclenche des forces autour de lui qui le protègent. Et moi, je l'ai observé, mais je peux dire à chacun de mes livres, si vous voulez, quand vous êtes dans un réel état créatif, plus rien ne vous advient de nuisible, de néfaste. Plus rien.
ça peut pas faire de mal. Cette émission, réalisée par Xavier Pestugia avec Alain Joubert à la technique, a été préparée par Estelle Gap, Laura Elmaki et Irène Menahem. Merci beaucoup Pascal d'avoir été avec nous ce soir.